Bonjour à tous et bienvenue dans l'Orage avec notre invité Antoine Léaumont. Il est fondateur de la chaîne YouTube et du site Le Bon Sens. On essaiera d'avoir un petit peu de bon sens. Bonjour Antoine Léaumont, merci d'être avec nous. Et puis bien sûr, vous êtes le responsable de tout ce qui est numérique pour Jean-Luc Mélenchon. Et notamment, c'est vous qui avez propulsé sa chaîne YouTube et qui est devenue presque un cas d'école. Il y a beaucoup de questions à voir avec vous. Il y a les élections législatives. Vous n'êtes pas candidat. Je ne suis pas candidat aux élections législatives. Pourquoi du reste ? Parce que j'estime que je suis plus utile ailleurs que dans une circonscription, et je pense que ce que je fais au niveau où je le fais a une utilité pour l'ensemble des candidats. Donc c'était ce que j'avais envie de faire et voilà. On reviendra bien évidemment sur les premiers pas d'Emmanuel Macron, on reviendra sur la réforme du travail, puisque le texte un petit peu de base va être présenté tout à l'heure aux partenaires sociaux. Ouais. Et puis on reviendra sur la CSG aussi, parce que c'est un axe de campagne des Républicains et aussi de Jean-Luc Mélenchon. On y reviendra. D'abord, une question par rapport aux actes de terrorisme dont a été victime la Grande-Bretagne. Vous êtes un des meilleurs spécialistes, utilisateurs des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'empêcher que les réseaux sociaux deviennent vraiment le terreau du terrorisme, de la cybercriminalité? C'est difficile à dire. D'abord, les terroristes ou les groupes terroristes utilisent de plus en plus des messageries cryptées plutôt que les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ils les utilisent pour essayer de recruter des gens. Donc, de fait, c'est des sources de recrutement pour certaines personnes qui se forment, disons, avec l'utilisation des réseaux sociaux petit à petit. Moi, je pense que pour contrer ça, il faut d'abord que les citoyens qui sont présents sur les réseaux sociaux aient des moyens de signaler ces éléments quand ils en rencontrent. Ça existe, mais surtout qu'il y ait derrière les gens dans l'administration pour analyser les signalements qui sont faits. Parce que avoir des données, c'est bien, mais pouvoir les analyser, c'est mieux. Donc c'est sûr que absolument. Quand vous avez 1500 signalements, je ne sais plus dans quelle région, je n'ai pas les moyens de... Clairement, donc il faut... Nous, c'est d'ailleurs ce qu'on propose, il faut augmenter le renseignement humain. Il faut augmenter le nombre de personnes qui travaillent dans le renseignement. Oui, mais ça ne sera jamais à la hauteur de toutes les données qui circulent sur le net. Vous êtes d'accord? C'est impossible d'avoir un risque zéro de toute façon. Ouais. Mais il est possible d'améliorer les choses. Et pour ça, pour le faire efficacement, il faut, vraiment j'insiste, il faut augmenter le renseignement humain. C'est d'ailleurs ce qu'on proposait. Nous, vous savez qu'on est on travaille beaucoup sur le programme. On a fait un livret sur la sécurité, où on a fait un ensemble de propositions très structurées. D'ailleurs, Alain Bauer lui-même, qui est un spécialiste du terrorisme, dit que c'est le programme le plus cohérent et le plus structuré. Donc, on a des propositions sur le terrorisme, mais encore faut-il vouloir mettre les moyens humains et donc financiers dans l'antiterrorisme. Oui. Est-ce que, lorsqu'on voit que Facebook a recruté 7000 supplémentaires contrôleurs, watchers, pour essayer de regarder ce qui se passe, ils sont dépassés par ce phénomène? D'abord, c'est une bonne chose de mettre des gens dans le renseignement sur Facebook. Justement non, c'est ce que j'allais vous dire. C'est pas aux entreprises privées de régler les questions d'antiterrorisme. C'est bien qu'ils ils ont créé des sites, mais c'est pas eux qui créent les terroristes. Les terroristes utilisent des moyens que eux mettent en place, mais c'est pas eux qui sont responsables du fait qu'il y a des terroristes. Et à mon sens, c'est pas à une entreprise privée de définir quelle doit être la politique antiterroriste des États. Est-ce que vous pourriez dire, Antoine Léaumont, que nos démocraties occidentales sont menacées notamment par le succès de ces réseaux sociaux et le fait que ce soit un peu écoutez, c'est une des menaces qui pèsent sur la démocratie, mais on y reviendra tout à l'heure. Les ordonnances de M. Macron sont aussi des menaces pour la démocratie. Ça fait pas de le 49.3. Non, ça fait pas de mort, mais le 49.3 dans notre Constitution, c'est aussi une menace pour notre démocratie. Il y a plusieurs menaces de types différents qui pèsent sur la démocratie. Là, vous les mettez sur le même niveau? Non, je les mets pas sur le même niveau. Non, mais je les mets pas sur le même niveau. Mais quand on parle de menaces sur la démocratie, je signale qu'il y en a un certain nombre. Là, c'est des menaces qui pèsent principalement sur les citoyens. Et le problème, c'est que les pouvoirs publics ont une tendance à réagir à ces menaces en mettant en place des mesures qui, elles, sont parfois des menaces à la démocratie. On va y venir parce que c'est vraiment aussi au cœur de l'actualité, Antoine Léaumont. Juste, comme vous êtes quelqu'un de très suivi sur les réseaux sociaux, lorsque vous avez dit que vous venez ici, il y a quelqu'un qui a dit, qui a poussé en disant mais vous allez sur la chaîne du Grand Capital. Est-ce que les entreprises pour la France insoumise, dont vous êtes un des porte-parole, on va dire ça comme ça, est-ce que les entreprises restent le Grand Capital avec un K? Non, vraiment, les gens sur les réseaux sociaux font des blagues. On est sur de l'humour.
humour. Et bon, on va pas nier que BFM Business est quand même une chaîne qui est... De l'économie et des entreprises. Voilà, Oui. mais qui est assez liée par disons, les responsables économiques de la Ils chaîne. n'ont rien à voir ici, je vous l'assure, et vous me connaissez. Absolument, mais nous n'avons absolument aucun problème avec les entreprises. Et en particulier, nous sommes ceux qui défendent les TPE et les PME. Les mesures Donc, mises... vous avez dépassé la lutte des classes. Je voudrais juste aller... Non, on n'a pas dépassé la lutte des classes. Mais je voudrais juste aller jusqu'au bout sur ça. Il y a des intérêts communs entre les petits patrons et les salariés des entreprises. Nous défendons une amélioration des conditions d'exercice de leur activité pour les patrons de PME et de TPE. Ce que propose Emmanuel Macron à l'heure actuelle, c'est de faire tout pour les grands groupes et rien pour les PME. Pourquoi ? En dépit du fait qu'il met ça... parce que ce qu'il propose, c'est de faire la concurrence généralisée entre les PME et les TPE. C'est ça l'idée d'Emmanuel Macron. Mais les ordonnances qu'il propose... Oui. Les ordonnances, c'est de la flexibilité en attendant le volet sécurité. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui va se passer ? Les grands groupes vont faire des accords d'entreprise et que vont devoir faire les PME ? Leur seul moyen d'être compétitive, puisque c'est ça une des idées défendues par Emmanuel Macron, ça va être de s'aligner sur le -10 ans, c'est-à-dire sur ce qu'auront décidé les grands groupes. Compétitif, c'est d'essayer de faire sauter. Vous voyez bien que la situation actuelle, vous êtes jeune, la situation actuelle, elle est inadmissible. Mais pourquoi un pays comme la France a un tel taux de chômage. Donc, c'est d'essayer de faire sauter les verrous. Je dis pas que je suis pour. Non, je comprends. Mais ça, sauter les verrous pour qu'on puisse trouver un job. Absolument. Voilà. Mais ça, c'est une des visions du problème du marché du travail. C'est la vision du MEDEF. Monsieur Macron est en train de mettre en place au niveau du gouvernement la vision du MEDEF, c'est-à-dire, en gros, je schématise, il faut pouvoir faciliter les licenciements pour créer de l'emploi. Idée qui, si on y réfléchit, est un petit peu étrange. Parce que je vais jusqu'au bout sur ça. Les obsessions du MEDEF et de Monsieur Macron, c'est le contrat de travail et le CDI, comment régler la fin du contrat de travail, et le plafonnement des... Pour l'instant, ça rentre pas. Pour l'instant, excusez-moi, mais ça ne rentre pas, dans les négociations. Le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. C'est de ça dont on parle. On ne parle pas de plafonnement des indemnités... Pas abusif. Si, en cas de licenciement abusif et en... Mais si, en cas de licenciement abusif. En tout cas, c'est pour l'instant ce qu'on a comme élément. Mais donc, la politique qui est prônée par Emmanuel Macron, c'est celle qui est voulue par le MEDEF. Et cette politique-là n'est pas celle qui va rendre service aux PME. Nous, on avait des propositions. Je peux les dire peut-être très rapidement. Oui, attendez. Juste un point, et après, vous allez dire juste un point là-dessus. C'est qu'à la limite, vous défendez la position des syndicats. Demain, Jean-Claude Maillet de Force ouvrière sera à ce même micro. Non, mais qui est de dire, c'est de défendre ceux qui ont déjà un job. Et c'est toujours ce qu'on fait en France, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais occupé de ceux qui n'ont pas de job et qui restent en dehors de cette Pourquoi il n'y a pas de travail ? Parce que les chefs d'entreprise n'embauchent pas. Mais pourquoi ils n'embauchent pas ? Parce qu'ils ont des barrages, justement. Le problème est d'abord un problème d'activité économique. Actuellement. La crainte de ne pas pouvoir licencier. Si, mais voilà, l'activité économique, les hauts et les bas. On revient sur l'idée qu'il faudrait que ça soit facile de licencier pour pouvoir embaucher. Or, ce n'est pas le cas. Les gens ont besoin de visibilité. Une crise de 7 ans comme celle qu'on vient de traverser. Et précisément, les gens ont besoin de visibilité. Nous avions des propositions très précises. On proposait de baisser l'impôt sur les sociétés, de le passer de 33 à 25%, ce qui avantagera les PME et les TPE, parce que nous, on comptait bien que les grandes entreprises qui actuellement ne paient pas leurs 33% d'impôt sur les sociétés, finissent par le payer. Il faut dire qu'il y en a beaucoup qui viennent pas. Il y avait d'autres mesures. On proposait par exemple un fonds de péréquation des cotisations sociales, des cotisations sociales, pour permettre que les petites entreprises paient moins, abondent moins à ce fonds, et que les grandes entreprises abondent davantage, ce qui serait logique. Ça serait une sorte de progressivité de l'impôt dans l'entreprise. Ça, c'est des mesures qui aideraient concrètement les TPE, PME. Et ensuite, il y a la question de l'activité et de l'activité économique. Nous proposions un plan de relance de 100 milliards d'euros qui aurait créé de l'activité en France. Quand on propose 10 milliards d'euros d'investissement pour faire le plan zéro obstacle pour les personnes handicapées, je suis désolé, c'est créer des choses en France et de l'activité en France. Vous avez quand même la moitié des Français qui travaillent dans des grands groupes. Donc, si vous voulez, heureusement qu'il y a des grands groupes, même si la France est un petit pays au regard des Chinois, des Indiens, évidemment des États-Unis. Mais on est quand même le pays qui a proportionnellement le plus de grandes entreprises. On peut pas souhaiter une société dans laquelle ce sont uniquement les grands groupes qui embauchent les gens. Il faut penser aux petites et aux moyennes entreprises. Ce sont elles surtout qui embauchent, oui. Et précisément, c'est elles qui embauchent le plus, à ma connaissance. Et c'est elles qui créent les emplois souvent qui sont les plus stables, les plus stables. Donc, vraiment, il faut agir pour aider les PME et les TPE et il faut arrêter d'ouvrir les bras au MEDEF et au CAC 40. Quand on voit que la ministre du Travail elle-même est une ancienne DRH de chez Danone et qu'elle embauche comme directeur de cabinet un ancien responsable du MEDEF, c'est une certaine conception du travail quand même. En même temps, c'est quelqu'un qui est venu souvent ici, elle connaît très très bien
et la preuve, elle a été saluée par l'ensemble des syndicats, sa nomination. Non, mais ça, c'est Donc, pas. ça veut dire qu'elle connaît, elle sait au moins Oui. de quoi elle parle. Ah ben ça, je suis d'accord, mais par rapport à elle d'autres parle, qui n'étaient que politique, c'est quand même un elle atout, parle non? d'un certain point de vue. Elle parle du point de après, vue c'est au d'une grande syndicat entreprise, du point de vue du MEDEF, et elle Mais ne alors, parle pas forcément. Justement, on va parler d'élections parce que c'est un lien. Emmanuel Macron a quand même été élu président de la République. Et Oui. vous êtes d'accord, vous êtes venu ici commenter. Il ne s'est pas caché de ce qu'il voulait faire. D'accord? Sur les ordonnances, il n'a pas donné les éléments. Non, D'ailleurs, il a donné sur les 3 ordonnances. Et ils ont dit que c'est quand même un. hier dans le Parisien, Précisément. c'était faux. Non, mais attendez, c'est un document de travail avant. C'est un problème que ce soit le Parisien qui révèle le contenu des ordonnances de M. Macron. Mais oui, mais ce ne sont pas les ordonnances, ils ont démenti. Alors après, on verra tout à l'heure. Pourquoi ont-ils démenti? Pourquoi font-ils aujourd'hui une opération de communication pour présenter le contenu? Pourquoi ont-ils fait fuiter ça? Mais c'est une question qui se pose. Ouais. Je pense qu'il aurait été plus, disons, respectueux de la démocratie de notre pays que M. Macron annonce avant les élections de manière précise ce qu'il souhaitait faire et non pas qu'il soit Vous êtes d'accord contraint. quand même que sur les Non, 3 ordonnances, elles vont déjà, qui sont sur la table, elles vont déjà largement C'est pas pour ça tout ce que vous aimez. C'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Il s'est C'est-à-dire passé qu'un journal a révélé Ouais. des ordonnances. On ne sait Ouais. pas si c'est Vrai voulu, ou faux? si c'est pas voulu. Bah oui, On ne mais sait est-ce pas que vous si savez c'est vrai si ou c'est faux. vrai? Mais en tout cas, ça pose une question qui est la source d'information sur Et en ça. plus, c'était avant qu'il ne soit investi. À supposer que ça soit vrai. Oui, mais avant qu'il Depuis soit mon investi, travail. c'était ce qu'ils nous ont répondu, c'est que c'était le 12 mai. Ouais. Le 12 mai, il était déjà élu. Ouais. Donc qu'il soit investi ou pas investi, ou élu ou pas élu, c'est surtout la différence qui se pose, c'est surtout est-ce qu'il est élu ou Alors est-ce qu'il n'est pas maintenant, élu. Et à ce on va moment-là, se il mettre est dans élu. 15 jours, d'accord, Antoine Léaumont, si vous voulez bien. Dans Mais 15 jours, je veux juste aller. il va avoir Ouais. éventuellement sa majorité, voire la majorité absolue, peut-être. On ne sait pas si on regarde les sondages. Il faut se méfier des sondages, vous avez raison. Il a... Anticiper d'abord. Non, mais ça se voit à votre tête, donc c'est pour ça. Il va avoir il va remporter l'élection législative. S'il remporte, ça veut dire qu'il y a une forme de blanc-seing des Français par rapport à sa réforme du Code du travail ou pas. Voilà. Non, mais précisément, c'est une bonne chose qu'il soit désormais contraint d'aller plus avant sur ce qu'il compte faire sur la réforme du travail. Mais ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas donner les pleins pouvoirs à M. Macron. Il ne faut pas donner une majorité à Emmanuel Macron. Parce que là, dans quelle situation on va arriver? On va arriver avec un président de la République qui aurait une majorité telle qui pourrait lui permettre de mettre en place des mesures avec des ordonnances ou avec des 49.3, puisque c'est déjà arrivé, et y compris c'est déjà arrivé pour faire appliquer sa loi à lui, la loi Macron, qui est passée par le 49.3, trois fois par le 49.3. Et donc, il ne faut pas donner la majorité à Emmanuel Macron et lui donner les pleins pouvoirs pour lui permettre de détruire le Code du travail, parce que c'est ça qu'il a dans la tête. Ouais, voilà, mais donc ça veut dire que si jamais il emporte ces élections législatives... Pour revenir sur son élection à lui, toutes les données, toutes les analyses, toutes les enquêtes électorales qui ont été faites ont montré que le vote Emmanuel Macron n'était pas principalement un vote d'adhésion. Sur le premier tour, Emmanuel Macron a reçu 8 millions de voix. Il n'y a que 5 millions de personnes qui ont fait un vote d'adhésion pour Emmanuel Macron. C'est moins que pour Jean-Luc Mélenchon qui en avait 6 millions sur ces 7 millions. Donc, et au deuxième tour, si on regarde ce qui s'est produit, il y a eu un vote pour battre Marine Le Pen et il y a eu un vote pour le renouvellement de la vie politique. Et si on regarde la situation au gouvernement actuellement avec l'affaire Ferrand et avec un certain nombre de lobbyistes présents dans le gouvernement, je ne pense pas qu'on soit dans un mode de renouvellement de la vie politique. Si donc, on est en campagne pour les élections législatives. Oui. À supposer qu'il remporte cette majorité absolue, qui fera effectivement beaucoup de pouvoir dans les mains d'un seul homme, est-ce que, à ce moment-là, vous direz, ça veut dire que les Français, ils sont pour qu'on réforme le Code du travail? Est-ce que vous accepterez? Ça veut dire que les Français auront donné quand même carte blanche au président Macron. Mais une fois que l'élection est passée, le débat politique ne s'arrête pas. Donc nous continuerons à combattre les mesures les plus antisociales d'Emmanuel Macron, évidemment. Enfin, je veux dire, si Emmanuel Macron propose d'en finir avec les 35 heures et d'arriver à quelque chose qui va toucher les retraités et les fonctionnaires, non, on ne va pas laisser faire Emmanuel Macron. Nous combattrons les mesures avec les moyens à notre disposition, avec les députés que nous aurons à l'Assemblée nationale. Mais moi, je persiste à penser que nous pouvons avoir une majorité aux élections législatives et avec d'autres moyens qui seront à notre disposition. Est-ce que vous avez compris, vous, d'où vous êtes, la réaction, une espèce de flottement de Jean-Luc Mélenchon au moment justement du second tour? J'ai pas perçu de flottement dans la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, un flottement, mais de manière, il a disparu, puis après... non, il n'y a pas eu de flottement. Non, C'est une position claire et nette.
Mais il y a un moment où il a fallu faire le point sur ce que nous avions fait pendant cette campagne présidentielle. Et puis ensuite, nous avons été très clairs. Nous avons dit pas une voix pour le Front National. Alors évidemment, certains ont essayé d'inventer de nous... Il ne faut pas dire que c'était une clarté, Antoine Léaumont. Vous êtes, mais je suis vous désolé, avez votre c'est parole, extrêmement... vous existez indépendamment de vos fonctions en France Insoumise. Ah, mais je suis désolé, oui. je ne comprends pas ce qui n'est pas clair dans pas une voix pour le Front National. J'appelle ça la clarté absolue. Ça veut dire qu'il ne faut pas voter pour Madame Le Pen. Je ne vois pas comment on peut faire plus clair que ça. Et ensuite, ce qu'on aurait voulu nous faire dire, c'est pour ensuite donner justement un blanc-seing à M. Macron. C'est ça qu'on voulait nous faire faire. C'est ça qu'on voulait nous faire dire. Vous soutenez totalement la position de Jean-Luc Mélenchon c'est la seule position, au moment de l'élection présidentielle. Complètement. C'est la seule position qui permet pour la suite de construire une force politique cohérente, soudée et unie autour d'un programme qui est l'avenir. À Marseille, là, qui soit un peu le globe-trotteur de l'hexagone électoral français. Est-ce que c'est une manière... Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une manière un peu bizarre, un peu old-fashioned de faire de la politique? Mais pas du tout. Madame Versini, qui est en face de lui, qui est la candidate d'En Marche, elle vient d'Aix-en-Provence. Oui. Enfin, je suis désolé, c'est quoi Enfin, ça fait 5 km. Voilà, c'est la distance. Donc, à Hénin-Beaumont. Alors, à partir de quel moment vous êtes de la région, vous n'êtes pas de la région, quoi. Mais elle n'est pas de la région non plus. Elle n'est pas de la région non plus. Elle y va parce que Jean-Luc Mélenchon y va. Non, mais est-ce que c'est pas une façon de faire de la politique un peu dépassée? Non. Nous avons un objectif qui est clair. Il y a eu à Marseille une forte poussée pour le vote France Insoumise. Et il y a eu cette poussée en faveur du vote pour la France Insoumise a fait reculer le Front National. C'est-à-dire que alors que tout le monde disait que le Front National allait être en tête à Marseille, eh bien c'est la France Insoumise qui, elle, est arrivée en tête. Donc c'est un point d'ancrage puissant pour continuer cette conquête face au vote Front National. Jean-Luc Mélenchon a déclaré que justement, avec ces ordonnances et la réforme du Code du travail, c'était le tournant de la campagne. Je cite, la loi El Khomri est puissance 10. Est-ce que Nous, on proposait de l'abroger. Monsieur Macron, il veut la renforcer. Nous, on propose de l'abroger. Donc on voit bien qu'il y a deux visions complètement différentes si du monde du travail. Si vous perdez le 3e tour électoral, vous irez justement, vous essayerez de faire monter la sauce pour qu'il y ait un 3e tour social dans la rue? Ça, si vous avez perdu dans les urnes. C'est pas à nous de le décider, c'est aux syndicats de décider les moyens d'action qu'ils veulent mettre en place. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, on ne cessera pas le combat politique contre ces lois, c'est-à-dire un combat d'information, un combat de décryptage, et nous mettrons en œuvre nos moyens de communication numérique, précisément, pour analyser ces éléments, pour analyser quel est le contenu réel des projets de loi d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'on fait déjà avec la revue de la semaine, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'au lendemain justement de ce 2e tour de l'élection présidentielle, est-ce que vous avez eu des gens qui sont venus vous voir, qui ont regardé sur votre chaîne Le Bon Sens, parce que vous êtes un peu un relais sur ma chaîne et sur celle de Jean-Luc Mélenchon. De gens du Front National qui se sont dit, tiens, moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a eu, alors, des gens du Front National, il y en a eu avant qui sont venus mettre dans les commentaires de la chaîne YouTube Jean-Luc Mélenchon pour dire qu'ils avaient changé d'avis au cours de cette élection. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a fait reculer le Front National, ça s'appuie sur des faits concrets. C'est-à-dire des gens sont venus nous dire qu'avant, ils votaient Front National et qu'ils ont décidé de voter pour la France Insoumise. Mais depuis l'élection présidentielle, on constate un afflux. Il y a énormément de gens qui viennent dans les groupes d'appui en particulier pour aider la campagne des législatives. Et vraiment, c'est massif. C'est-à-dire que nous, on voit bien les sondages qui sont présentés dans les médias, on voit bien ce qui est dit de nous à la télévision avec une certaine diabolisation de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, il y a ce qu'on voit sur le terrain. Donc c'est vraiment les montagnes russes, parce qu'à un moment, il était porté au pinacle. Mais non, sur le terrain, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un afflux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, c'est pas passé loin à l'élection présidentielle, et aux législatives, je peux faire la différence. 600 000 voix qui font tant pleurer Jean-Luc Mélenchon. Mais ça ne le fait pas pleurer, c'est rageant. Enfin, je veux dire, c'est rageant de passer à 600 000 voix pour changer la société, pour sortir du nucléaire, pour augmenter les salaires, et pour changer concrètement la vie des gens, pour faire une 6e République. Comment vous dire autrement? Est-ce que vous pensez que les gens... c'est rageant. Ce que vous regrettez pour Emmanuel Macron, vous mettez un peu en cause la légitimité de son élection en disant mais les gens n'ont pas voté pour lui. Est-ce que finalement, il n'y a pas des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon sans vraiment regarder son programme? C'est simplement parce que ils sont fâchés, pour reprendre son expression. Je vous l'ai dit, on est à 84%. Et qui n'ont pas regardé son programme même. Il y a 84% des gens qui ont voté sur la base de notre programme. C'est d'ailleurs ce qui nous donne une grande stabilité pour ces élections législatives. Vous voyez, nous, par rapport aux autres, dès le début, c'était écrit élections présidentielles et législatives. C'est-à-dire que nous avions prévu dès le début
de ne pas changer de programme entre l'élection présidentielle et l'élection législative, ce qui n'est pas le cas des autres forces politiques. Le Parti socialiste a changé, les Républicains ont changé, En Marche, on n'a jamais très bien compris quel était le programme. Donc vous voyez, nous, on a une force qui est notre programme et notre stabilité dans nos idées. On ne change pas d'idée entre le premier tour de l'élection présidentielle et le premier tour des élections législatives. Mais quand même, on sent que ça l'a marqué. Est-ce que le fait qu'il a fait toutes ces attaques autour, dont on ne va pas revenir épiloguer là-dessus, mais enfin quand même des propos extrêmement durs qu'il a tenus à l'encontre de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve autour de la mort de Rémi Fraisse. Est-ce que vous ne trouvez pas que les propos de Bernard Cazeneuve étaient extrêmement agressif. Quand Bernard Cazeneuve dit que Jean-Luc... se faire traiter d'assassin, je veux dire, c'est quand même Bernard un peu... Cazeneuve a dit que Jean-Luc Mélenchon avait commis une faute morale. Qui parle de l'agressivité de Bernard Cazeneuve? Qui parle de l'assassin? Oui, mais, enfin, mais à la fin, on a l'impression... d'assassin, Antoine Léaumont, vous aurez le droit de me répondre. C'est une faute morale que vous dites. À la fin, mais c'est pas pour ça qu'il a parlé de faute morale. Il a parlé de faute morale parce que Jean-Luc Mélenchon avait dit pas une voix pour le Front National. Où est la faute morale là-dedans? Enfin, c'est à lui qu'il faudrait demander ça. Sur l'affaire de Rémi Fraisse. Et ensuite, sur l'affaire de Rémi Fraisse. Sur l'affaire de Rémi Fraisse, il faudrait d'abord se poser la question des responsabilités. Jean-Luc Mélenchon a toujours été cohérent. Il a demandé, au moment de la mort de Rémi Fraisse, la démission de M. Cazeneuve. Il faut se poser la question des responsabilités. On en est dans une situation où voilà, attendez, je vais aller jusqu'au bout. Non, mais je voudrais que vous répondiez à ma question. Mais je réponds à votre question. Dans la situation dans laquelle on est, on a l'impression que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est la personne responsable. Or, ce qu'il faut poser comme question, c'est où est la responsabilité dans la mort de Rémi Fraisse? Et je suis désolé, il faut se poser la question de cette responsabilité. Et le ministre qui était en charge, le ministre donc de l'Intérieur, doit assumer sa part de responsabilité. En conclusion, puisqu'il nous reste 30 secondes, Antoine Léaumont, est-ce que vous avez le sentiment d'être passé à côté d'une grande aventure? Ou vous l'avez quand même vécu? Oh non, passer à côté d'une aventure, non. L'aventure, elle est énorme. On a réussi à mobiliser énormément de gens dans une campagne présidentielle. 7 millions de personnes, quand même, c'est pas rien. Et cette aventure, elle continue. Aux élections législatives, ça va être le 11 juin le premier tour, le 18 juin le deuxième tour. Il y a des candidats de la France Insoumise partout en France, donc on peut continuer à voter pour le programme L'Avenir en commun aux élections législatives. Et Antoine Léaumont, vous serez où en septembre prochain? Vous? Je sais pas. Je sais pas, c'est une bonne question. Bonne question. Mais en tout cas, il est sûr que mon combat pour faire appliquer ce programme ne s'arrêtera pas. Merci beaucoup, vous viendrez nous voir pour nous dire. Merci beaucoup Antoine Léaumont. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des pouces bleus pour la faire monter sur YouTube. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et être informé de la publication de mes prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!